très malheureux. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Yeah, the old gods aren't dead. And what of the true God? He's dead. They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. It's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, top spot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bonjour tout le monde. Bonjour Francis, ça va? Bonjour Jean-Michel. Oups, le micro, qu'est-ce qui se passe? Allô? Excuse-moi. Bonjour Jean-Michel. Ah, quelle belle voix. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition halloweenienne du 7e Antiquaire. Aujourd'hui, mercredi le 31 octobre. Une émission fort anticipée de notre part, en fait. J'espère que ça sera la même chose pour vous. Aujourd'hui, on discute de la trilogie de la foi de William Peter Blatty, adaptée en 3 films, soit un grand classique que je suis certain que vous connaissez et que vous appréciez comme nous, The Exorcist, film de 1973. Wow. Réalisé par le réalisateur William Friedkin, que l'on discutait la semaine passée avec The Sorcerer. Et scénarisé et adapté de son propre roman par William Peter Blatty. Exactement. Et le deuxième de la partie, et celui-ci, la date, j'en suis un peu... non, la date c'est 1980. 1973-1980 pour The Ninth Configuration, qui est une réalisation et une adaptation, William Peter Blatty, encore. Exactement. Et 1990, le 3e Exorcist, qui porte plusieurs titres. Mais dont on s'entend qu'il s'appelle essentiellement The Exorcist, la suite, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vraiment ça. C'est étrange parce qu'il l'appelle Exorcist 3. C'est pas étrange, il l'appelle Exorcist 3 parce qu'il y a eu un Exorcist 2. Mais on demande tout de suite aux auditeurs d'oublier que le deuxième Exorcist existe. Ce film-là n'a rien à voir avec le sujet. Le deuxième film officiel de cette trilogie-là est réalisé par le scénariste et par le romancier lui-même et ça s'appelle The Ninth Configuration. Oui, c'est ça. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, Exorcist 3, Legion. Legion, qui était le titre du roman original. Oui, on vous demande d'ignorer la réalisation de John Borman, Exorcist 2, Heretic. The Heretic, qui n'a rien à voir avec cette fabuleuse saga, fort malheureusement. Oui, c'est ça. Qui est un nanar cosmique de toute manière. Un nanar. Non, mais c'est une merde. Oui, c'est un espèce de retour 4 ans dans le futur, dans la vie de Reagan. Là, on voit que ce qui s'est passé depuis. Ce n'est pas d'intérêt à la base et ça fit pas dans la trilogie littéraire et cinématographique qui est Exorcist, Ninth Configuration et Legion. Exactement. On va en parler. Qu'est-ce que t'en dis? On va discuter comme ça. Ça va être Exorcist le premier, Ninth Configuration 2. Ça littéralement en 3 volets. Ouais. Puis on va dire Legion pour le 3e, comme ça vous allez comprendre, parce que il y a eu énormément de discussions par rapport au titre de Legion. On voulait pas le garder. Le problème, c'est que le 3e roman de William Peter Blatty, le 3e film Exorcist 3, donc adapté du roman Legion, ne comportait absolument aucun exorcisme. Évidemment, les producteurs voulaient un exorcisme. Ils se sont dit, si tu veux faire un film qui est une suite à l'exorciste, ça va te prendre un exorcisme, mais il a fallu qu'il en ponde un à la toute dernière minute dans le film. Ce qui n'était pas très, ma foi... nécessaire. Non, c'était absolument superflu dans l'histoire de William Peter Blatty, dans ce qu'il avait prévu, mais... Il a relevé le défi. Oui, ça rajoute un point de gore. Là. On va en discuter. Ça rajoute un peu d'horreur dans le film. C'est ça. Donc, on commence avec l'Exorciste, un bref... Ma foi, a-t-on besoin encore de présenter l'Exorciste? Pas du tout. C'est considéré comme le plus grand film d'horreur de tous les temps. Je pense que c'est pratiquement pas argumentable. Je trouve, personnellement, que ce film-là atteint des degrés d'horreur qui est absolument parfait. Ah oui, c'est inaccessible pour disons, j'ai l'impression plus que c'est une communion d'un excellent scénario, un excellent réalisateur, des acteurs dévoués. Mm-hmm. On dit, c'est Friedkin, je pense, le commentaire. Le commentaire vient de Friedkin qui disait que ce film-là a réussi à aller toucher des points sensibles à cause que le réalisateur et le scénariste étaient très croyants par rapport à ce qu'ils disaient. Et ils avaient tous les deux une perspective de la foi complètement différente, mais ils arrivaient à se respecter néanmoins. Oui, sur ça.
pas sur le reste. Non, ça aussi, pas on du en a tout. discuté tantôt avec la production. Il y aura eu, durant le tournage de l'Exorciste et dans la confection de ce film-là, une quantité incroyable de synchronicité qui ont fait que le film est devenu inoubliable. Mm-hmm. On parlera pas des fameuses légendes urbaines, puisque il y en a trop. Mm-hmm. Par contre, il y a définitivement des choses extrêmement violentes qui se sont passées sur le plateau de tournage. 9 morts pendant la production, après la production, des gens qui tombent gravement malades, des gens qui se retrouvent traumatisés du dit film, un feu, ma foi, une combustion spontanée inexplicable du plateau de tournage. Mais M. Friedkin, le réalisateur, adorait ce climat-là et voulait le cultiver et le conserver. Ça agrémentait toutes les dimensions d'horreur que le film avait. 9 décès, dont 2 acteurs qui sont décédés avant la sortie du film. Y compris la dame grecque qui n'avait jamais joué dans un film, qui joue la mère de Damien Carras, qui est d'ailleurs le vecteur de sa culpabilité et de sa crise de foi. Oui, très rapidement. Bon, j'espère que vous avez vu le film, mais ça parle, c'est en fait une histoire. Le roman Exorcist est inspiré d'un fait divers de 1949, si je me souviens bien, d'un jeune garçon qui avait été possédé. On discute avec après plusieurs entrevues avec les personnes qui ont exorcisé ce jeune garçon-là. Le jeune garçon ne s'est jamais rendu disponible pour des entrevues, mais les prêtres, oui, ils disent qu'à peu près 80% de ce qui se passe dans le film est véridique et qu'ils l'auraient vu, mis à part que c'est ça, le petit garçon est devenu une petite fille dans le film et que il y a pas eu de torsion de 180 degrés à la tête. Ça, c'est pas mal. Par contre, la façon avec laquelle un exorcisme, selon les rituels romains, avant de faire le rituel romain pour exorciser, ça peut prendre d'ailleurs, en passant pour les gens qui voudraient être un petit peu au courant, ça peut prendre plusieurs mois, voire une année exorciser quelqu'un. Ça peut être un processus qui est excessivement long. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans le film, c'est que les choses qui doivent être testées et démontrées de prime abord pour savoir s'il y a un exorcisme à faire sont les mêmes. C'est véritablement ça. La personne doit savoir parler une langue qu'elle ne connaît pas de prime abord dans sa naissance. Elle doit avoir littéralement une répugnance aux symboles religieux qui la rendent physiquement malade. Et ces choses-là se sont passées pour vrai dans l'exorcisme du Maryland. Les odeurs aussi. C'est des choses qui doivent être testées par un membre désigné par le Vatican. C'est pour ça, pour la base d'un exorcisme, c'est ce qui doit être fait. Le film est un exemple parfait de comment un exorcisme doit se produire. La théorie est déjà implacable. Ça, c'est ce que je voulais dire dans le travail, là. Il y a quelque chose de... il y a une recherche immense faite par le scénariste et par le réalisateur. Ouais, et ça rajoute dans cette espèce d'esprit du film. Donc, c'est ça, jeune fille... on a un vieux prêtre qui a performé déjà une quantité d'exorcismes qui se fait interpeller par un jeune prêtre qui est en train de perdre sa foi. Damien Carras, on va en parler énormément. Un personnage particulièrement important. Oh oui. Dans la trilogie dont on est en train de parler, il faut que vous gardiez de prime abord que l'intérêt derrière l'exorcisme, ce n'est pas le personnage de Regan, ce n'est pas la petite fille qui est possédée, mais c'est le conflit intérieur que vit le père Damien Carras, qui est, j'ai noté ça, qui est un prêtre, qui est un étudiant en psychologie et un boxeur semi-professionnel. Ouais. C'est un individu qui a synthétisé en lui, parfaitement en équilibre, le corps, l'esprit et l'âme. Le problème, c'est qu'il a abandonné les trois. Il a perdu la foi, il a perdu foi en Dieu, il a perdu foi en l'homme et définitivement, il a perdu foi en lui-même. En lui-même. Préserve quand même son corps un peu. On le voit courir à un certain moment. On voit qu'il est encore un peu actif. Mais surtout quand c'est l'expression de la colère. C'est ça, c'est intéressant que ce soit... Et d'essayer d'oublier tous les conflits qu'il y a chez lui. Mais le conflit foi, religion et tout, et science... est vraiment le thème central. Là. On voit ça à travers... C'est le thème unificateur de toute cette trilogie-là aussi. Et là, on embarque dans la 9e configuration, the 9th configuration, qui se passe dans un château abandonné. Ce film mérite une introduction parce qu'il n'est pas très connu. Hein. C'est un film culte, mais c'est un film que beaucoup de gens n'ont pas vu et il mérite une très grande mise en situation. Il y a aucune annotation par rapport en recherchant, on voit les commentaires de certaines personnes en disant que c'est véritablement la suite d'Exorcist, mais sinon, par la pochette ou par... Selon William Peter Blatty, l'auteur lui-même, ça l'est. Il y a 2 liens à faire, simplement, avec le premier Exorciste. Quand le petit Regan descend l'escalier dans le film, il y a un party fait avec les gens du plateau de tournage du film dans lequel la mère de Regan joue. La petite Regan descend les escaliers et se met à uriner, pointe quelqu'un du doigt et lui dit « You're gonna die up there. Tu vas mourir là-haut. » Alors, ce personnage-là, c'est un astronaute qui est cédulé pour une mission sur la Lune.
Et le film focalise autour de cet astronaute-là qui a eu une peur terrible de faire la mission et qui a abandonné. Cet individu-là en question se retrouve dans un asile psychiatrique expérimental situé dans un château gothique dans lequel des vétérans du Vietnam qui ont perdu la raison, qui sont devenus complètement fous, sont traités de façon expérimentale et sont traités de façon extrêmement créative par un médecin, par un docteur, un psychiatre qui est lui-même particulièrement abîmé. Exactement. Dans ce contexte-là, le personnage de Kane, lui-même vétéran du Vietnam, psychologue, arrive sur le site et de là, le drame se déroule. Exactement. On a une version... moi, ça me rappelle énormément Jacob's Ladder. On discute énormément de l'enfer de la guerre et du poids que ça peut peser sur la conscience humaine. On a, c'est ça, un excellent casting de soldats, de monsieur qui ont tous pris le choc de la mort ambiante d'une façon très différente. Et on a aussi le retour de Jason Miller, l'acteur qui joue Parker Harris. Jason Miller est présent dans les 3 films. Il est argumentable que sa présence dans le 2e film soit peut-être... c'est tout à fait argumentable que ce soit un autre personnage, mais il est possible que ce personnage-là soit le père Carras. Moi, je suis convaincu. Ceux qui ont vu L'Exorciste vont nous dire, mais il est mort à la fin du premier film. Il se lance, il se sacrifie pour garder le démon en lui et il déboule les fameux escaliers, cet endroit mystérieux qu'on retrouve dans le premier et dans le 2e film, dans le premier et dans le 3e film. Mais en l'occurrence, dans le 3e film, on apprend que le père Carras n'était pas décédé, qu'il était catatonique complètement, qu'il était un légume. Ça, on y reviendra. Ouais, c'est ça. Mais on doit considérer que dans cette dite trilogie-là, il y a une période de 18 ans où le père Carras n'est pas mort, où il n'est pas en possession de ses moyens, où il est vivant, mais où son âme est captive. Exactement. Et c'est cette période de 15 ans-là qu'on discute et ça, on enchaîne immédiatement avec le 3e. Car le 3e se passe 15 ans dans le futur, en fait 17 ans dans le futur, mais 15 ans. Et on a l'amitié, on retrouve le détective avec qui le père Carras était déjà ami. Le lieutenant Kinderman, qui n'est pas joué par le même comédien, parce que le comédien de The Exorcist était décédé, qui est joué par George C. Scott. Grand acteur, s'il en est un, homme qui a portrait General C. Patton. Tout à fait. Au cinéma, je pense que ça lui a donné une nomination pour un Oscar, ça, le Patton. Oui. Et c'est ça, qui joue le détective Kinderman, qui est le point ralliant avec le père Carras du film. Parce que les 3 films sont des dissertations entre 2 individus qui ont des foi opposées. Dans The Exorcist, cette conversation-là sur la foi est menée par ce policier-là et par le père Carras. Une amitié va naître de ce film-là qu'on l'on retrouvera dans le 3e film entre le père Dyer et encore le lieutenant Kinderman et une relation exactement similaire est traitée dans The Night Configuration entre l'astronaute fou et son psychiatre nouvellement arrivé. Monsieur, c'est quoi, c'est Vincent Caine? Vincent Caine, oui, exactement. C'est ça. Donc, c'est ça. On arrive au 3e. Le 3e, c'est une réouverture. Pas vraiment une réouverture, mais c'est le retour d'un pattern qui avait été instauré par un tueur en série, le Gemini Killer, qui est une inspiration directe du Zodiac Killer. Ça, on peut vraiment le dire, là. C'est encore, qu'on en discutait juste avant d'en venir en ondes, les 3 livres sont des extrapolations par rapport à des nouvelles et des faits divers. Le premier, le cas de 1949. Le 2e, tu disais par rapport à le cas d'un homme qui aurait... Oui, d'un vétéran du Vietnam, mais pas d'un vétéran, mais d'un soldat qui a tué un village au complet à main nue, qui est revenu aux États-Unis après la guerre en se faisant passer pour son frère, parce qu'il n'avait pas pu supporter le drame de ce qu'il a vécu, et il l'a simplement fermé à son esprit. La conscience, oui, c'est ça. Il y a eu une espèce de blocus de conscience qui a fait en sorte qu'il n'était pas capable de supporter le drame, de supporter l'horreur de ce qu'il avait commis. La culpabilité aussi. Exactement. Par rapport à ça. Et le 3e, c'est ça, le fait divers, c'est le Zodiac Killer. Oui, que si vous n'avez pas été voir encore le merveilleux film de David Fincher, on vous encourage énormément pour aller vraiment bien comprendre le simplement intitulé Zodiac, le film le plus complet et achevé sur le sujet de ce tueur en série que la police n'aura jamais réussi à capturer. Et c'est dans cette scène-là que Exorcist Legion nous met. On parle de cette espèce de cas-là qui est irrésolu. On indice que l'homme vivrait présentement. C'est très intéressant parce qu'on a Kinderman rencontre un patient dans un asile qui devient le personnage de Patient X. Tout à fait. Qu'on ne voit jamais véritablement.
En fait, selon le roman de William Peter Blatty, Exorciste 3, Legion, peut se résumer comme tel. À la mort du père Karras, le démon qui a possédé le corps de Regan dans le premier film, qui n'est pas, soit dit en passant, le mal incarné, qui n'est pas le diable, qui est Pazuzu. Pazuzu est un dieu babylonien du vent, qui évidemment, comme n'importe quel dieu d'une religion qui n'est pas syncrétique, n'est-ce pas, qui a été démonisé par le panthéon judéo-chrétien. En l'occurrence, Pazuzu, dans le panthéon judéo-chrétien des démons, est un démon absolument mineur. Oui. C'est ce qui fait l'impact de la possession de Regan. Elle n'est pas possédée par le mal ultime, elle est possédée par un démon de petite échelle. C'est ce qui rend la possession si terrible. Et c'est ce qui la rend vaincable aussi. Exactement. C'est ce qui fait que le prêtre est capable aussi de combattre. Il n'est pas en train de combattre l'antéchrist. Il est en train de combattre un des suppositants. Il est en train de combattre Légion, c'est-à-dire un corps habité de plusieurs forces du mal. Alors, c'est bien, quand le troisième film commence, on comprend que quand le premier film termine, Pazuzu quitte le corps de Regan, saute à l'intérieur du père Karras et il dit évidemment le fameux « Take me ». Il déboule les escaliers, il meurt. Non, il ne meurt pas. Pazuzu est particulièrement fâché de ne pas avoir réussi sa tâche et il décide de faire habiter dans le corps du père Karras l'esprit, l'âme du Gemini Killer. Oui. Il lui donne les possibilités de restaurer à travers les années le cerveau, la pensée, le corps, le fonctionnement du corps du père Karras. Et à partir de ce moment-là, il pourra en faire ce qu'il veut. Ultime vengeance pour Pazuzu que de mettre un individu aussi atrocement violent et cruel que le Gemini Killer, Patient X, dans le corps du père Karras. Or, le corps étant catatonique, il se retrouve dans un asile psychiatrique après des années de galère dont on ne sait absolument rien. Donc, quand vous commencez Exorciste 3, c'est bel et bien le corps du père Karras qui est attaché dans une ceinture à l'intérieur d'une cellule et il est possédé par l'esprit du Gemini Killer. Qui est une réflexion en fait, qu'est-ce que je trouve de très intéressant, c'est qu'il est possédé par tout le monde qui a passé ces trois films-là. On a le personnage du Gemini Killer qui est joué par Brad Dourif. On a le personnage qui a été possédé par Pazuzu. On a l'âme du père Karras qui est joué par Jason Miller. On a aussi la voix de Regan qui revient à une scène. La voix de Regan, qu'on retrouve dans le premier film et qui revient dans le troisième, est la voix de Pazuzu. Oui. Lorsqu'on entend la voix de vieille dame absolument perverse, c'est Pazuzu lui-même. Okay. C'est sa plus manifeste apparition dans le film. Okay. Pazuzu peut évidemment prendre le contrôle dans le troisième film du corps du père Karras, mais il laisse le Gemini Killer faire le travail. Oui, parce que c'est le tueur en série, c'est le manipulateur, c'est l'homme qui a... C'est aussi que le monde avait évolué, n'est-ce pas? Oui. La peur de la possession n'étant plus aussi omniprésente, la peur du diable n'étant plus aussi présente dans les années 90, le film a été fait en 90, il fallait aller chercher un autre vecteur de peur. Et les années 90 ont vu l'émergence d'une quantité énorme de tueurs en série influents et une obsession paranoïaque chez le peuple américain de cette incarnation-là du mal en quelque part. Ouais. Et c'est pour ça que Legion, Exorciste 3, focalise autour de ce type de manifestation-là. Parce que c'était l'horreur qui était de ce temps-là. C'était l'horreur de ce temps-là, oui. On a encore des conflits vraiment intéressants. Dans le premier Exorciste, on a le prêtre contre le démon et dans le dernier Exorciste, on a le policier contre le tueur en série. Exactement. On a vraiment encore ces espèces de dualités-là et dans Night Configuration, on a le docteur contre le patient aussi. On a la raison. Oui. L'intelligence raisonnée versus la foi. Ouais. Dans les deux cas. D'ailleurs, si jamais vous avez vu Night Configuration, vous savez de quoi on parle. Si vous ne l'avez pas vu, l'image, le poster, l'image de la pochette qui représente le film est un chef-d'œuvre en soi. On y voit la Lune et un astronaute qui a planté le drapeau américain et qui s'en va vers la croix où le Christ est crucifié. On a deux images totalement opposées, celle de la science qui est arrivée à un de ses plus grands accomplissements et celle qui est l'image qui est fondatrice de toute la religion occidentale. Et l'idée dans cette espèce d'opposition-là entre deux concepts, c'est que les deux sont tous les deux en quelque part absurdes. Bon, le Christ sur la Lune, c'est déjà une image... c'est déjà absurde. Mais le film essaie de suggérer aussi, l'image elle-même essaie de suggérer que l'idée d'aller marcher sur la Lune est tout aussi absurde que celle de croire à un Messie, à un sauveur.
C'est très, très, très intéressant d'avoir amené ça. Particulièrement, moi et mes petites croyances personnelles. Et est-ce que ça s'est passé véritablement? On n'entrera pas dans cette conversation-là. Nous sommes de retour. Nous voilà de retour. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, nous parlons de la trilogie informelle créée à la base sous forme de roman par William Peter Blatty, c'est-à-dire son roman The Exorcist, son deuxième roman The Ninth Configuration et son troisième roman Legion, qui a été adapté au cinéma en 1990 sous le titre The Exorcist 3, n'est-ce pas? Qui est en fait le deuxième, si on veut aller comme ça. Et qui sont trois films qui traitent de la dualité de la foi et de la raison dans le cœur de l'homme. Premier film qui gère évidemment le problème du mal. Le deuxième film, Ninth Configuration, gère le problème du bien. Et le troisième film, Exorcist 3, essaie littéralement de proposer des solutions entre la raison et la foi. Aussi solution il y a. Et Exactement, évidemment. Il propose, mais il ne donne pas de réponse. Ben, en fait... ce qu'il y a d'intéressant, c'est ça, c'est que on voit la progression de l'auteur par rapport à ses propres réflexions, par rapport à la foi. Il en fait l'apologie lui-même. Ce sont ses convictions qui se développaient à travers les années, qui sont exprimées dans ces trois films-là. Oui, complètement. Mais moi, je trouve que c'est vrai. Ben oui. Et dans Ninth Configuration, c'est vraiment le moment où est-ce que, en fait, c'est un petit détail, mais Exorcist est un film qui a quand même de la bonne conversation, mais c'est un film qui est beaucoup mieux réalisé. C'est Ninth Configuration qui est probablement le plus verbeux. Mais oui. Par rapport à ça, là, il y a vraiment des discussions de tout bord de côté. Il est important de mettre nos auditeurs en contexte là-dessus. William Peter Blatty, le romancier, avait bel et bien demandé à William Friedkin, le réalisateur d'Exorcist, de réaliser Ninth Configuration. Ah oui? Et il y a eu des problèmes d'horaire, il y a eu des problèmes d'argent et de production. William Friedkin n'a pas pu le faire. Et fort de son expérience en scénarisation, Monsieur Peter Blatty vient du milieu de la scénarisation comique. Oui, oui. Il a décidé de relever le défi. Mais voilà, je vais faire mon premier film. Je vais simplement adapter moi-même mon premier roman. Ce qui fait que le film est loin d'être maîtrisé. Il n'est pas parfait. Oh, il est chaotique et dissonant et c'est parfait. Parce que ça se prête parfaitement bien au propos de ce film-là. Mm-hmm. Chose très intéressante pendant que tu es en train de... Je suis en train de lire la biographie sur William Peter Blatty. C'est un homme qui avait beaucoup participé. C'est ça, il a commencé à faire des... comme tu disais, là, c'est un scénariste comique. Il avait travaillé sur des films de Blake Edwards. Oui. Et sa carrière littéraire, je trouve que son histoire autour de ça, c'est extraordinaire. Il a gagné 10 000 $ dans une émission... dans une émission contest des frères Marx, de Groucho Marx. Groucho devait faire une apparition dans le premier Exorcist. Oui, exactement. Parce qu'il a gagné 10 000 $ à cette émission-là, à ce game show-là, si vous me permettez. Et c'est ça qui a fait, maintenant, je peux m'asseoir et je peux juste écrire. Et il s'est acheté une maison à côté de chez Shirley MacLaine et il a inspiré un peu le personnage de la mère de Regan dans le premier Exorcist. Sur Shirley MacLaine. Et il a pu écrire ces histoires-là juste en ayant gagné ce 10 000 $-là. Ça l'a démarré sa carrière, hein? Oui. Et donc, on voit, c'est ça, il y a une genèse comique à la carrière littéraire de cet homme-là et à sa scénarisation, travailler avec Blake Edwards sur des affaires comme A Shot in the Dark. Mm-hmm. Et là, on rentre dans l'ultra sérieux et l'ultra métaphysique. Parce que c'est difficile de décrire le genre de film qui est Ninth Configuration. C'est une espèce de comédie absurde sur fond métaphysique dans lequel il y a un succédané de crimes et de réflexion religieuse, réflexion philosophique, réflexion métaphysique en général. En fait, permettez-nous de vous expliquer qu'est-ce que c'est The Ninth Configuration, qu'est-ce que la 9e configuration, le titre du film. À un moment donné, un personnage dans le film explique au fameux astronaute qui n'a pas voulu se rendre sur la Lune que pour que la vie existe sur Terre, ça prend une molécule protéinée qui est existante à la configuration 9, en fait à la configuration 0.9. Les probabilités de cette molécule-là sont absolument abyssales. Oui, sont plus de 0 que tu peux mettre sur une page. Pour une seule. Oui. Et il en faudra des milliards pour donner la vie sur Terre. Mm-hmm. Donc, selon cet énoncé-là, il n'est pas plus farfelu de croire au dessein divin et à l'intervention divine, à l'idée d'un créateur, qu'à l'idée que le hasard est à ce point joué au dé qu'il ait donné la vie. Les deux points se défendent parfaitement bien et sont tout à fait aussi absurdes l'un que l'autre. Et c'est ça qui est extrêmement bien montré par la couverture. Le Christ
et l'accomplissement de la science. Exactement. Tous les deux là. symbolisés dans leur absurdité. Ouais. La science qui est arrivée à finalement, dans son plus grand accomplissement, marcher sur la Lune pour des raisons, ma foi, on le sait tous maintenant, pour des raisons strictement politiques, mais pour aussi affirmer la suprématie de la race humaine à l'échelle du cosmos. Oui. S'étendre et prendre ses aises à l'échelle de notre système solaire. L'humain est le centre de l'univers. Il prend, comme la Bible le dit, c'est l'humain qui est juste en dessous de Dieu dans le contrôle des choses. Et en ayant sur la Lune, en posant le drapeau, c'est la suprématie. Nous, on est assez forts pour se rendre ici. Il n'y a rien d'autre. Exactement. Ouais. Et dans le cas de la crucifixion du Christ, évidemment, on n'a pas allé bien loin. Voilà notre sauveur et voilà ce qu'on en a fait. Oui. Déclaration immense à propos de ce que l'homme est et de ce que l'homme vaut. L'homme détruit et s'étend. C'est le point de vue de The Ninth Configuration et c'est ce que The Ninth Configuration veut dire. Mm-hmm. Et en fait, aussi un léger détail, la personne qui est crucifiée sur la Lune, c'est le personnage principal. C'est le personnage principal. Ouais, tout à c'est fait. l'acteur Et Stacy évidemment, Keach. l'astronaute qui est sur la Lune. Et l'astronaute qui aurait fondamentalement réussi sa mission s'il n'avait pas pris peur. Oui, probablement, c'est vrai. Ce sont les deux acteurs qui se rencontrent, mais en même temps, ce sont deux systèmes idéologiques qui sont en train d'essayer de communiquer, de trouver un point d'entente. Est-ce que le film va y parvenir? Ouais, faut dire que le contexte du film permet toutes les formes de conversation. Dans ce château gothique, il y a littéralement, chez les soldats du Vietnam qui ont perdu leur bille, n'est-ce pas? Oui. Il y a littéralement un homme afro-américain qui se prend pour Superman. Un homme qui veut repeindre la Sixtine sur le plafond du château dans lequel ils habitent. Oui, on a un homme de théâtre qui essaie de refaire des pièces de Shakespeare avec des chiens et qui vit le conflit extrêmement comique d'avoir casté un Danois, un grand Danois dans le rôle de Hamlet. Ironiquement, ce personnage-là qui est joué par Jason Miller, celui qui joue le père Karras, qui est présent dans l'Exorciste 1 et Exorciste 3, ce personnage-là a, selon une ironie dramatique absolument savoureuse, il a une compréhension totale de Shakespeare. Oui, tout le monde en essayant de le monter avec les chiens. En essayant de monter Hamlet avec les chiens, il comprend Hamlet à merveille. C'est l'ironie de la chose. Là, je veux tirer ça. Si tu me suis, fais-moi signe, sinon on laisse faire, on passe pas à ça. Moi, je suis, continuant encore la théorie que je dis, que moi je crois personnellement que le père Karras est ce metteur en scène et qu'il existe aussi dans le 3e. Il est lui-même Hamlet. Encore mieux, je crois que la possession démoniaque infère les compréhensions de Shakespeare. Dans le 3e. Mais t'as tout à fait raison, parce que le Gemini Killer, dans le 3e film, explique clairement au lieutenant Kinderman qu'il adore les pièces de Shakespeare. Titus Androgynous en particulier. Tout à fait. Ouais. C'est drôle que tu dises ça, parce que il y a dans la tragédie shakespearienne cette espèce de tentative de comprendre unilatéralement le mal humain, et c'est le sujet unilatéral des 3 films. Exactement. Et c'est à chaque fois que la meilleure façon de démontrer que les personnages qui sont... Parce que là, si c'est le père Karras dans Ninth Configuration, il a été possédé par Pazuzu. Donc, on a eu un téléchargement de la connaissance métaphysique qui vient avec Shakespeare. J'adore cette théorie-là. Je la trouve absolument viable. Moi, il y a eu littéralement 17 ans où le père Karras, légume, n'était pas dans son propre corps. Il est très possible que ce personnage-là soit effectivement le père Karras n'ayant plus sa personnalité, n'ayant plus son ego, ayant été détruit. Et effectivement, ça expliquerait probablement sa compréhension de Shakespeare. Il est un vecteur vide prêt à être rempli. Moi, je suis d'accord. Comme les personnes Le père Karras est dans les 3 films. Il est le sujet de base de ces 3 films. Oui, et en fait, il était même pas supposé être dans le 3e. Non, pas du tout. En fait, les producteurs l'ont forcé, mais tant mieux. Ça donne une cohésion au thème. Quoique le père Karras est dans le roman. Ah, OK. Ça aurait été probablement un autre comédien qui aurait dû jouer le père Karras. Tant mieux. Ce comédien-là, Jason Miller, est incroyable. C'est un homme inquiétant au possible. Mais l'observation que tu as faite à propos de Shakespeare est très très bonne. Je sais pas si tu as remarqué dans le film, ça aussi c'est un lien à faire entre les 3. Quand le personnage du père Karras qui essaie de monter Hamlet avec des chiens
fait sa théorie à propos à savoir si Hamlet est fou ou possédé par un mal. Ou s'il fait juste assemblant pour s'adapter à la période et la situation. Ouais. Ce que tous les personnages dans ce film-là tentent de faire, soit dit en passant. Ils ont tous le même drame qu'Hamlet. Jouent-ils la folie? Oui. Sont-ils véritablement fous? Ou jouent-ils la folie pour se retirer d'un monde qu'ils trouvent maintenant insupportable? Mais on a un personnage dans le film qui fait exactement ça. Le Dr. Fell fait semblant d'être fou. Exact. Et il ne l'est pas. Et Vincent Caine fait semblant d'être sain. Exactement. L'astronaute dont on est en train de parler, le lieutenant Kocha, n'est pas fou du tout. Il joue la folie. Oui. Et soit dit en passant, il y a un exorcisme dans The Night Configuration. On voit en arrière-plan, à un moment donné, un des soldats déguisé en nonne devant une machine de Pepsi, en train d'essayer d'exorciser la machine de Pepsi en lui disant « Come on! Come on! » Donc, il y a un exorcisme dans les 3 films. C'est le ridicule de la chose qui est souligné dans le 2e film. C'est brillant. Exorciser une machine à coke, image parfaite pour... j'aurais mis ça sur la pochette, moi, finalement. Oui, ça aurait été vraiment intéressant. Mais il y en a le nombre de choses qui se passent dans le background. On tient à vous dire, si vous n'avez pas vu Night Configuration, que c'est un film qui est tellement riche de dialogue et tellement riche d'absurdité, d'observation profonde, que c'est un film que vous pourrez regarder encore et toujours. Il pourrait avoir un livre de citations. Tellement c'est un film qui est profond et drôle. Il pourrait, mais il devrait avoir un livre de citations. Je suis entièrement d'accord. Parce que c'est ça, c'est un scénariste qui se met à la réalisation. Donc, c'est le texte, c'est le dialogue qui est incroyable dans ce film-là. Et c'est l'imperfection de la réalisation qui rend ce film-là agréable, qui rend ce film-là génial à regarder. C'est un film qui est inimitable. Non, complètement. T'as très, très, très raison. Et on voit, avec Exorcist 3, avec Legion, en bien et en mal, en fait, que William Peter Blatty a été se rapprocher et se recoller un peu plus à la réalisation de William Friedkin. De William Friedkin? Il a vraiment fait des... C'est une bonne observation que tu fais là. Ce que je trouve génial, c'est comme s'il avait fait ses écoles de réalisation en observant Friedkin réaliser le premier Exorciste, mais en réalisant le 3e, il garde aussi sa signature personnelle pleine d'absurdité et pleine d'étrangeté de Night Configuration. Il y a des scènes dans Exorcist 3 qui sont d'une telle étrangeté que le spectateur est suspendu dans l'horreur. Il y a des scènes où on oublie littéralement l'horreur. Oui, il y a des scènes classiques d'horreur dans le film. Il y a la fameuse vieille dame qui marche comme une araignée sur le toit de l'asile psychiatrique où elle est internée. Pas le fun. C'est pas gentil. D'ailleurs, il y a finalement un spider walk dans le premier et dans le 2e. Dès que quelqu'un est possédé, il peut littéralement coller au mur, marcher comme un insecte. Il a les caractéristiques des animaux, finalement. Parce qu'il faut aussi rajouter ça. Ces films-là se rappellent immensément. Il y a continuellement des rappels visuels, des lignes, des thèmes. Le thème du Vietnam revient à 3 reprises. Aussi anodinement que dans le premier, l'actrice est en train de jouer dans un film qui se passe durant la guerre du Vietnam. Oui. On a des rappels complètement absurdes. On a des rappels comme je racontais, le caterer, le tube que l'on rentre dans la horte de Reagan dans le premier, c'est aussi la technique qu'utilise le tueur en série, qu'utilise le Gemini Killer dans le 3e film pour vider ses victimes de tout leur sang. C'est ça, des rappels anodin, mais incroyable et super bien calculé. Mais oui, on ne s'en rend pas trop compte, mais toutes les victimes du 3e film, de l'Exorciste de la suite, sont des gens qui sont reliés à toutes les personnes qui étaient au party dans le premier Exorcist. Ah oui. Toutes les personnes qui sont en bas en train de fêter après la fin du tournage. Le prêtre showman. Le réalisateur, l'astronaute. Tous ces personnages-là vont avoir quelqu'un de leur environnement qui vont se faire tuer dans le 3e film. Oh wow. Et c'est la vengeance de Pazuzu, ma foi. Pazuzu's back. Il y a vraiment quelque chose de fascinant par rapport à qu'est-ce que tu disais sur la réalisation. Le fait qu'il y a une bonne partie de Legion qui se déroule dans un hospice. Dans un asile. Comme le premier. C'est les deux. Il y a un asile psychiatrique, puis il y a aussi un endroit où il y a des personnes âgées. Et c'est un vecteur d'étrangeté incroyable d'avoir ces espèces de personnes âgées catatoniques qui marchent pas, mais que pratiquement... Totalement. Hein? Il y a ce thème-là dans le premier aussi. Dans le premier. Moi, si tu me permets, Jean-Michel, j'ai une théorie à propos des 3e films. Des 3 films. Et j'ai l'impression que c'est ce thème-là qu'a voulu traiter William Peter Blatty. Il y a cette idée que il y a un refoulement immense
qui est fait dans notre civilisation, d'un passé immensément barbare, immensément cruel, et que de se nier cette nature-là, ça ne fait que la faire revenir en surface beaucoup plus violemment. Dans une perspective non religieuse, il est possible de dire que Regan n'est non pas possédée d'un démon, mais qu'elle est possédée d'un naturel humain condensé dans l'inconscient collectif et retenu, qui revient en surface, qui est déchaîné. De ce fait, dans Ninth Configuration et Exorcist 3, on parle de fous. Ouais. On parle de gens qui ont des problèmes mentaux, on parle de gens qui ont été confrontés à une violence dont on leur nie l'existence, dont toute l'humanité se nie l'existence, et c'est là que ça les mène littéralement à la folie. Et, étrangement, ces personnages-là sont plus près de la réalité que tout le monde. Oui, autant dans Ninth Configuration que dans l'Exorciste, la suite. Oui, il y a une espèce de reprise de contrôle. C'est ça, le fait que les patients dans Ninth Configuration ne sont pas fous ou désirent être fous, c'est très littéralement la prise de contrôle de leur réalité. Ils sont beaucoup mieux connectés au chaos de nos vies. Si je veux être fou, je vais être fou. Si je ne veux pas être fou, je ne le serai pas. Comme Hamlet. Ah, oui. C'est le thème de base de Hamlet. Est-ce que Hamlet feint la folie pour pouvoir supporter le meurtre de son père? Ou est-ce qu'il est véritablement fou? Ou est-ce que, comme ils le disent dans le film, est-ce qu'il joue la folie parce qu'il sait qu'il le deviendra s'il ne le fait pas? Oui. Ça aussi, ça suit dans le 3e. Cette fois-ci, un peu plus une investigation. En fait, on a beaucoup c'est un détective, donc c'est vraiment plus policier. On essaie plus de comprendre c'est qui. C'est un policier nihiliste, soit dit en passant. C'est un individu qui n'a pas la foi. Et il y a une scène magistrale à la fin du film où le démon, Pazuzu, fait léviter le policier et l'écrase dans le coin de la cellule où ils sont en train d'avoir une conversation. Et il se met à crier, le policier, oui, je crois. Je crois à toutes les choses que tu essaies ce à quoi tu essaies de me faire croire. Je crois à la pestilence, je crois à la douleur, je crois à la guerre, je crois à l'horreur, je crois à notre médiocrité et je crois à notre inimportance. C'est le sujet aussi, par extension, des 3 films. Ben oui. C'est ce que le mal, le démon ou ce mal métaphysique qui vient simplement du cœur de l'homme essaie de nous faire croire que nous ne sommes finalement que des bêtes, que nous n'avons aucun dessein, que nous n'avons aucun avenir, que nous n'avons pas d'âme. En fait, c'est ironique parce que c'est ce qui fait le plus souffrir l'homme dans les 3 films. C'est cette espèce ce manque de reconnaissance qu'il a de sa petitesse. Oui, mais c'est ce que Pazuzu leur présente. Exactement. Il est continuellement en train de présenter le futile chez l'homme, ou j'ai un autre mot. Mais en même temps, j'ai quelque chose qui vient de me frapper. Je trouve ça très intéressant par le fait que on a la répression de la religion par la science. Oui. Qui fait en sorte que le religieux revient en force. Revient en force, exactement. Que des fois, les convictions anciennes reprennent le contrôle de l'inconscient humain. Et on arrive à la fin de Legion, et c'est ça. C'est un homme détective, donc un homme rationnel qui regarde les indices, qui fait des investigations scientifiques, qui probablement utilise des laboratoires et des choses comme ça, qui, à la fin, doit plier devant une force de religion et dire « Non, je crois en toi. Laisse faire la science. Maintenant, je crois en toi. » Donc, il perd. J'aime beaucoup l'introduction que tu viens de faire, Jean-Michel, parce que finalement, à la fin de l'Exorciste 3, je viens juste de constater qu'il y a une collaboration entre 3 forces, n'est-ce pas? Ça prend un prêtre pour exorciser Pazuzu du corps du père Karras. Mm-hmm. Ça prendra ensuite le policier, lieutenant Kinderman, pour tirer avec son arme à feu le tueur en série. Ça aura pris la science, le raisonnement, ça aura pris la foi pour combattre le mal dans les 2 cas. Mais c'est parce que le père Karras est là pour aider et accepter l'aide et de la foi et du raisonnement que le combat est mené et qu'il y a victoire. Et c'est ça, le père Karras qui est une force de foi et de science en même temps. Tout à fait. Comme on le disait au début du premier exercice, il est boxeur, il est psychiatre et il est à la fois. C'est encore les trois constituants de son individualité qui permet que ce combat-là soit mené. Ces 3 films-là, c'est l'histoire du père Karras. Totalement. On voit Je suis entièrement d'accord avec toi. Reverend Morning. Le père Morning est mentionné dans le premier film aussi. Ah oui. C'est un mauvais prêtre. Oui, tout à fait. C'est un mauvais prêtre. Il avait besoin de l'aide du policier pour pouvoir exorciser.
Ben, il se fait éliminer en 2. Ben, c'est ça. En fait, l'histoire du Père Morning, pour les auditeurs, c'est le prêtre qui vient faire le petit exorcisme accessoire à la fin du 3e, à la fin de Legion. En fait, c'est une demande des producteurs. Hein. C'est ça. William Peter Blatty a simplement dit aux producteurs, comment vous allez appeler ça Exorcist 3? Il y a pas un sacro-saint exorcisme dans le film. Ben, fais-en un, mon pit. Et c'est ce qu'il a fait. Enfin, heureusement, la scène est très forte. Oui, mais il se fait éliminer. Le prêtre, ce n'est pas la foi qui est ici mise en question, littéralement. C'est la solitude de l'homme via son propre destin. Oh oui. T'as pas de garantie d'avoir Dieu, d'avoir la science de ton banc. T'es tout seul en tant qu'être humain. Tu te débats pour trouver un sens, et c'est ça le sujet des 3 films. En fait, si tu me permets, Jean-Michel, si vous me permettez tous, à la fin du roman Legion, qui ferme, ma foi, cette œuvre-là, malheureusement, ces lignes-là ne sont pas dans le film, mais elles résument parfaitement bien l'œuvre. Mm-hmm. Le père Karras, le lieutenant Kinderman, il va de sa propre théorie de ce que c'est l'humanité. Alors, selon lui, l'humanité, c'est Satan qui a été chassé du paradis et, en tombant des cieux, fait un trou dans l'existence et crée la vie. Notre monde, notre univers n'est rien d'autre que les milliards de morceaux cassés de la conscience de Satan. Et l'évolution, l'intelligence n'est que la volonté de ce Satan morcelé, de se reconstituer, de devenir un ange et de retourner chez lui. Elle explique cette théorie-là que le lieutenant Kinderman, avec beaucoup d'humour, explique la violence qu'il y a au cœur de l'homme de façon métaphysique. Il y a un désir de retourner à une innocence perdue. De retourner chez soi. Cette conclusion-là qui est faite après, qui a été confrontée à Pazuzu dans sa plus grande forme. Ouais. Un Pazuzu qui déchire la peau sur les hommes, qui utilise la télékinésie, qui utilise les hallucinations. On fait apparaître les pires démons de Kinderman devant lui, soit un gouffre qui ouvre en plein milieu de la cellule. L'abysse nietzschéenne par excellence, d'où toutes les horreurs émergent. Oui, on sort le petit garçon, la première victime du film, un jeune garçon qui se fait trancher la tête et on lui remplace la tête par une tête de Christ de statue qu'on a mis en blackface. En blackface. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les blackface, ce sont les artistes blancs du début du 20e siècle qui se peinturaient le visage noir avec de la cire à chaussures pour essayer d'imiter les types de musique noire qui prédominaient à ce moment-là. Le premier film parlant de jazz singer mettait en scène un chanteur de jazz, Al Johnson, qui lui-même performait en blackface, et il est intéressant de noter que il y a une chanson de Al Johnson dans les 3 films. Ah oui. C'est particulier parce que dans les 3 films, le thème du racisme est sous-jacent. Il y a un blackface dans Ninth Configuration. Oui. Il y a un des incarcérés qui chante une chanson d'Al Johnson, le visage peinturé en blackface. Il y a des enfants qui se font tuer en blackface. Je pense que la danse aussi du poulet, là. Oui, ouais, exactement. J'ai l'impression que William Peter Blatty essaie de dire aux spectateurs que le racisme, la peur de l'autre, est probablement son plus important démon. Et ça vient aussi avec l'agressivité de l'externe et toutes ces choses-là, tout le réprimer. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, pas ce que j'ai beaucoup aimé, mais ce qui rajoute bien à ça, c'est dans le commentaire audio de Ninth Configuration, il refuse absolument de commenter sur la présence des blackface dans ses films. Il n'en parle pas du tout, effectivement. L'entreveueur lui demande comment ça se fait, pourquoi est-ce que ça revient si souvent, et lui est juste... ça doit être quelque chose. Il ne mentionne pas, c'est probablement quelque chose qu'il trouve répugnant. Ouais, il trouve que c'est probablement, je pense qu'il doit probablement trouver que c'est une expression culturelle répugnante qu'on trouve chez l'homme. Je trouve ça hallucinant, par exemple, qu'il y ait des chansons de Al Johnson et des récurrences du blackface dans les 2 derniers films. Et on considère que c'est le premier film parlant. On considère aussi qu'Exorcist est un film qui a gagné un Oscar pour le son. Oui. La présence de l'univers sonore dans ces 3 films-là est immense. Ah, c'est travaillé. Mais là, encore, tu vois, je crois qu'on pourrait faire encore une demi-heure sur les connexions qu'il y a entre les films. Mm-hmm. Mais c'est vraiment le son. Là, probablement terminer sur ça, sur la musique et sur le son, parce qu'il y a un travail excessivement développé sur les voix,
sur les bruits, sur les dialogues aussi. Tout ce qui prend chair sous forme de bruit ou de son dans les 3 films est extrêmement travaillé. Il y a des rugissements dans les voix. Il y a une variation qui se fait, il y a une fluctuation qui se fait dans les intonations des personnages. C'est ce qui rend ces 3 films-là inquiétants aussi et très épeurants. Exorcist, le premier, sans le son, perd énormément de sa force. Ben, on a passé, c'est quoi, elle avait des verres de whisky, des jaunes d'œufs, des cigarettes enlignées. Pour pouvoir, l'actrice qui fait la voix de Pazuzu, qui fait la voix du démon, pour avoir cette espèce d'absence d'âge dans la voix, quelque chose qui ressemble à une voix d'un vieil homme, d'une vieille femme. C'est très difficile. D'ailleurs, on retrouve cette voix-là, assez similairement exprimé, on l'entend dans le 3e film aussi. Dans les jeunes, le personnage de Patient X, parce qu'on saura jamais exactement c'est qui, à cause que c'est intéressant, je l'ai pas vu le trailer, mais on raconte qu'il y a un trailer d'Exorcist 3 où on voit un morphing qui est fait du patient X, le patient qu'on a interné depuis 15 ans. Ça devait être la scène finale du dit film, mais il a dû malheureusement, à la demande des producteurs, ajouter une scène d'exorcisme. Donc cette scène-là a été complètement évincée. Elle a été édulcorée aussi. Ouais, c'est ça, on en parle, mais il y a une scène où on voit toutes les représentations. On a Carence, on a le Gemini Killer, on a tous ces personnages-là qui apparaissent tous dans le même corps. Parce que c'est quelque chose qu'on parlait auparavant. La scène... Legion se passe pour une bonne partie. Les dialogues se passent énormément dans la cellule du patient X. Et on a un changement qui se fait du tueur Gemini qui est joué par Brad Dourif et du père Carras maintenant qui est joué par Jason Miller. On a un lancement, des fois on voit un acteur, des fois on voit l'autre. C'est un peu compliqué cet aspect-là du film à comprendre. Elle a échappé à beaucoup de gens, moi y compris. Il a fallu que je vois le film 2 fois pour comprendre que le lieutenant Kinderman, quand il est dans la cellule du père Carras, il ne voit que le père Carras. C'est le spectateur qui voit le tueur en série prendre les traits de Brad Dourif. Il ne verra jamais rien d'autre, Kinderman, parce qu'il n'a pas la foi que son ami, que le père Carras dans sa ceinture de sécurité. C'est ça. Et on a aussi, ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais clarifier sur le fait que auparavant, durant l'émission, j'ai même dit ça parce que moi, j'en étais convaincu que le Gemini Killer était Pazuzu. Mais là, tu dis le contraire, puis c'est très intéressant parce que on comprend pas ça. C'est pas très, très, très clair. C'est plus particulièrement expliqué dans le roman. Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça que tu l'expliques. Quand le Gemini Killer, émule du Zodiac lui-même, meurt sur la chaise électrique, il se rend compte qu'il ne pourra plus tuer. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et il ne pourra plus jamais retirer la vie et faire souffrir. Et c'est à ce moment-là que de l'autre côté, il en parle beaucoup dans le film, cette force, celui qu'il appelle le maître, Pazuzu, lui donne la chance, avec un petit extra boost, de revenir à la vie pour pouvoir continuer son œuvre. Donc, les méfaits qui sont commis dans le film sont strictement commis par le tueur en série, par Gemini Killer. Le démon, tel que l'on le voit posséder Regan dans le premier film, c'est-à-dire Pazuzu, le démon babylonien du vent, ne vient qu'à la toute fin du roman. Oui, et c'est ça. C'est The Gemini Killer qui, une fois son rendez-vous accompli en enfer avec Pazuzu, Pazuzu lui aurait conféré les pouvoirs de sauter d'un corps à l'autre. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il saute dans les corps de personnes âgées. Des personnes âgées qui ont perdu la raison. Parce que selon lui, ce sont des vecteurs vides. Ce sont des enveloppes vides facilement contrôlables. D'où la scène fabuleusement effrayante de cette vieille dame qui marche sur le plafond. Et Kinderman est confronté lors de son investigation tout le long du film à des empreintes digitales différentes à chaque meurtre, tous en liaison avec des patients de cet hospice-là, que c'est toutes des vieilles personnes, qu'il y a absolument aucune manière qui serait capable de manipuler un cutter de tronc. Exactement. Que c'est... D'où le titre du roman. Et d'où la mention dans le film de Légion. Le mal est Légion. C'est la première mention du démon qui est fait dans la Bible quand le Christ demande à l'homme possédé qui est en lui. Il dit « Nous sommes ici Légion ». Et c'est exactement ce que le tueur en série est dans le film. Il n'est pas tout seul dans ce corps-là. Non. Il y a plusieurs individus qui souffrent et qui ont mal. Et ce n'est qu'une métaphore, ma foi. C'est exactement, selon William Peter Blatty, comme ça que nous sommes tous, possédés
constamment par des démons qui nous déchirent, dont on n'a absolument aucun contrôle. Et c'est notre devoir, et c'est le sujet fondamental des films, que de les exorciser, ces démons-là. Que vous ayez la foi de votre côté, que vous ayez la science de votre côté, peu importe quelles sont vos allégeances par rapport à la nature de la réalité, ces démons-là, vous devez les harnacher, les contrôler et les détruire. Et c'est une merveilleuse conclusion à une très intéressante émission, si je me permets de le dire moi-même. Je suis entièrement d'accord, Jean-Michel. La semaine prochaine, on retourne encore avec le format de 1 heure. On va discuter de The Last Wave, c'est ça? Oui, ma foi, un film australien absolument inoubliable qui est parfaitement d'actualité, si vous me permettez. Donc, c'est Peter Weir, c'est ça? Premier film de Peter Weir, oui. OK. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Francis. Avec plaisir, Jean-Michel. Bonne Halloween, bonne célébration des morts, bon Valpurgiste. Toi aussi, on s'en va écouter Chocolate Rain de Ty Zonday. Pourquoi qu'on met ce tune-là que tout le monde a entendu sur le net? Ben, c'est pas compliqué. La tune sonne exactement comme la sacrament de chanson dans l'Exorciste. Point. C'est un resampling un peu plus grave. Ben, plus épeurant aussi. Oui, mais oui. Donc, on vous encourage à aller voir ça aussi sur YouTube. Chocolate Rain. Écoutez ça et vous rappelez bien sûr de l'ouverture de Exorcist.